Coucou mon pompon. Je t'avais annoncé en lançant ce podcast qu'une fois par trimestre, je changerais un peu le format pour te donner la parole à toi, petit pompon. J'ai envie de faire entendre des vécus, des ressentis qu'on entend à mon avis, en tout cas bien trop peu, qu'il s'agisse de difficultés spécifiques à certains métiers, certaines catégories sociales, ta couleur, ton genre, ton poids, ta taille, ton âge, ton état de santé physique ou mental, et j'en passe. Il y a plein de gens qui vivent des trucs bien particuliers, pas faciles, et qui auraient bien besoin d'être écoutés, pris en compte, considérés. Il y a plein de gens qui vivent ces trucs et qui n'entendent que rarement quelqu'un qui partage la même expérience et qui se sentent un peu tout seuls ou mis de côté. Il y a plein de gens à qui une bonne séance de sophro ferait du bien, mais comme leurs problèmes sont pas des problèmes, en tout cas pas importants, c'est même pas envisagé. Lors de ces rencontres, je vais toujours demander à l'invité de se présenter par le biais des 5 sens. C'est très important les sens, même quand on n'a pas les 5 d'ailleurs. C'est à travers eux qu'on appréhende le monde et les sensations deviennent souvent sentiments, lien direct entre le corps et les émotions. On s'en sert beaucoup dans les visualisations en sophro, c'est toujours important d'adapter au mieux à la sensibilité de la personne qu'on accompagne. Ensuite, pour rester dans le thème de ce podcast, j'aime bien demander à quel héros ou héroïne l'invité s'identifie et auquel ou à laquelle elle voudrait ressembler dans l'idéal. Ensuite, place au témoignage du jour. Pour cet épisode, c'est ma maman qui a eu la gentillesse de venir partager son expérience de vie avec les menstruations et tu le verras aussi et presque surtout en ce qui la concerne avec la ménopause qui est encore plus absente des sujets de considération et de discussion, tu me l'accorderas, alors que a priori, si tu es réglé, il y a quand même des chances que ça t'arrive. J'aimerais beaucoup que ça soit entendu par tout le monde, celles et ceux qui le vivent dans leur chair, mais aussi les autres, parce que ça concerne quand même plus de la moitié des vies humaines. Il me semble donc que c'est un sujet qui devrait intéresser tout le monde pour s'informer, comprendre et pourquoi pas, soyons fous, avoir un peu d'empathie pour autrui. À la fin de l'épisode, enfin, je proposerai la composition d'une séance de sophrologie. Quand je construis mes protocoles, mes parcours d'accompagnement, si tu veux, il y a toujours 1 ou 2 séances, 1 ou 2 exercices qui me viennent tout de suite après le premier entretien comme des évidences pour la personne. C'est un peu les points phares autour desquels je vais agencer le reste dans ma tête. Évidemment que la séance que je vais composer ici n'aura pas de sens sans les autres, sans le protocole complet, mais elle te donnera quand même une idée de la manière dont la sophrologie peut venir t'épauler pour mieux vivre ton quotidien. Je précise enfin avant de commencer que ni ma mère ni moi ne sommes médecins et que nous évoquons une expérience personnelle. C'est un témoignage, pas une conférence ni un jugement. Bonne écoute mon pompon. Alors, nom ou surnom, âge, profession. Florence Martin, dite Nounou. Alors, je suis à la retraite depuis, ça va faire 3 ans, 2020, septembre 2020, oui, c'est ça. Ça fera bientôt 3 ans de grand bonheur. Oui. Et voilà, j'étais institutrice, dirigeais une école, tout en ayant une classe et en travaillant beaucoup. Oui, contrairement à ce qu'on pense. Contrairement aux idées reçues. Tu as également le bonheur et le privilège d'être ma propre mère. Tout à fait. D'où le surnom de Nounou. Alors, Nounou, pour te présenter un petit peu, est-ce que tu aurais la gentillesse de me dire ta couleur préférée? Oui, alors le rouge foncé. Mais j'aime beaucoup le rouge. C'est et puis en plus, c'est la couleur des brunes aussi. Je trouve que c'est une couleur qui me va bien. Très bien. Et si tu pouvais nommer un seul son que tu aimes particulièrement? Un son. Le bruit de l'eau. Le bruit de l'eau vive? Non, le clapotis. D'accord. Même question pour une odeur que tu aimes particulièrement? Eh bien, j'aime l'encens.
L'encens d'église. L'encens des églises. L'encens qui sent un peu la pierre, comme oui, ça. Voilà. Minéral. Oui. Si tu pouvais choisir un seul tissu à toucher, ce serait quoi? Le velours. La panne de velours? La panne de velours. Pas le velours côté, la panne de velours. J'aime beaucoup. Et pour finir, si tu étais une saveur, alors ça peut être soit la mer, l'acide, ou etc., soit nommer carrément un plat, un fruit, quelque chose. La mangue. La mangue. Côté sucré. Oui, sucré, suave, un petit peu. Voilà, j'aime beaucoup ce fruit. Très bien. Alors nous, pour coller un petit peu à l'esprit du podcast, je vais te demander de réfléchir à 2 héros ou héroïnes. Ça peut être des personnages issus de la vraie histoire ou issus de romans, issus de films, de BD, de ce qu'on veut, absolument ce qu'on veut. Et j'en voudrais un qui corresponde exactement ou le plus exactement à ce que tu es réellement, comment tu te sens réellement, et un autre ou une autre qui correspondrait plutôt à ce que tu admires, ce que tu voudrais être dans l'idéal. Je ne vois absolument pas. Non, je ne vois pas ce qui me correspondrait le plus. Je ne pense pas être une bonne juge pour voir... pour te juger sur ce plan-là. Juger sur ce plan-là. Alors, du coup, effectivement, si... Alors, les héros ou les héroïnes qui me tenteraient ou que je trouve admirables, il y en a énormément. Moi, j'en ai une comme ça qui me vient parce que c'est pas si courant, mais en fait, c'est Catherine Parr. Je vois pas du tout qui est Catherine Parr. Parr, c'est la dernière épouse de ce roi sanguinaire, presque. D'Henri VIII. D'Henri VIII. Ah, mais oui. Catherine Parr est très fine, donc c'est un personnage que je trouve, moi, très très intelligent, oui. Très plein de tact aussi, beaucoup de gentillesse avec les filles, par exemple, d'Henri VIII, qui sont pourtant si différentes, même si et en même temps elle arrive à faire passer ses idées avec courage, parce qu'il faut oser. Et donc voilà, c'est une femme qui réunit plein de qualités. Des qualités sentimentales, des qualités de gentillesse, des qualités... elle est très courageuse et surtout elle est fine. Voilà. C'est un choix intéressant. Alors, nous, si j'ai pensé à toi pour cet épisode, c'est que je sais et j'ai vu et je vois encore aujourd'hui ce que tu traverses avec quelque chose dont on parle peu et pas assez, à savoir la ménopause, qui est une joie sans fin, n'est-ce pas? Alors, je ne doute pas que ça se passe très bien ou relativement doucement pour certaines femmes, tout comme les règles d'ailleurs. Il y a des femmes qui souffrent assez peu de leur menstruation, mais quand même j'ai l'impression que les langues se démient de plus en plus sur le sujet et qu'en réalité on se rend compte que beaucoup de filles, beaucoup de femmes se sont retrouvées un peu solitaires avec leurs problèmes de cycle, peu importe l'endroit où elles se trouvaient, adolescentes, femmes, en ménopause, etc. Parce que le sujet a rarement été abordé, est resté longtemps tabou, etc. Est-ce que ça t'embête de dire ton âge? Absolument pas. Je vais tout bientôt avoir 65 ans. Non, la jeunette. Donc, je pense pas dire de bêtises en disant que toi, quand tu étais jeune et que tu as commencé à être réglée, c'était encore pire que moi à mon époque. Où vraiment c'était pas du tout quelque chose dont on pouvait parler aisément. Je me souviens d'ailleurs, je me souviens très bien de la première fois où ça m'est arrivé, je savais que ça devait m'arriver même si on n'en avait jamais vraiment parlé. Tu avais conscience que c'était une chose qui existait, mais on t'avait jamais vraiment expliqué? Non, je le savais par... plus le bouche à oreille, les copines, je ne sais pas exactement, pas vraiment
par rapport à ma maman, je ne pense pas. Je me souviens que ça m'est arrivé, c'était déjà très 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 pénible le jour où c'est arrivé. T'avais quel âge? Je crois que j'avais 11 ans. Enfin, c'est arrivé en 6e. Voilà. Donc c'est arrivé en 6e en pleine permanence. J'ai senti qu'il y avait quelque chose d'anormal sur ma chaise. Je me suis levée devant tout le monde. Je rappelle qu'à l'époque, il y avait des blouses. Oui. Et j'avais une blouse rose. Ah. C'était la bleue une semaine, la rose de l'autre. J'ai dû traverser toute la salle de permanence avec un pion, on appelait ça comme ça à l'époque aussi. Donc un surveillant. Un surveillant qui était particulièrement désagréable en plus et qui m'a bien regardé partir. J'avais l'impression, je ne savais pas ce qui m'arrivait du tout, et j'avais l'impression d'avoir fait dans ma culotte, ce qui est atroce. Devoir traverser devant tous les camarades. Je me suis retrouvée à l'infirmerie, l'infirmière très gentille évidemment a appelé ma maman et surtout ma grand-mère qui est arrivée aussitôt, et puis là elles m'ont donné ce qu'il fallait. Voilà, donc ça a commencé comme ça. Et du coup on t'avait donné quoi en fait comme type de protection? Une serviette périodique jetable. Ok. Voilà. Et on t'a expliqué correctement comment ça se place, parce que moi je me souviens quand j'en ai utilisé la première fois, quand tu sais pas, c'est une galère à mettre dans la culotte, à savoir où la placer, comment se placer pour pas que ça déborde dans tous les sens, parce que là on en a des plus performantes aujourd'hui, mais je me rappelle de celles que moi j'utilisais plus jeune, c'était dangereux pour la culotte en permanence. Donc, est-ce que toi, on t'a expliqué comment tu as réussi à t'approprier les choses, parce que tu étais petite encore aussi? Oui, alors, déjà, quand je me suis retrouvée donc, avec cette infirmière, je me souviens qu'elle a été très gentille, elle devait avoir l'habitude, évidemment, mais je ne me souviens pas du tout, c'est trop loin, comment ça s'est passé. En revanche, moi, il n'y avait qu'une chose qui m'embêtait à ce moment-là, c'était que j'étais dans un état épouvantable, parce que tous tes vêtements étaient tachés. Mes vêtements étaient plus que tachés et que j'avais honte. Donc il fallait, heureusement, ma mère et ma grand-mère m'ont ramenée à la maison. Évidemment, je ne suis pas allée à l'école de l'après-midi. Et donc là, j'ai été changée. Je pense que je ne m'en souviens plus, mais maman ou mamie a dû m'expliquer comment il fallait faire. Mais j'ai fait une erreur parce que ça m'était déjà arrivé un tout petit peu avant. J'avais eu une petite perte de sang et j'étais un peu plus jeune. Et là, j'avais eu un petit moment de panique. Et j'étais rentrée dans la cuisine, je me souviens, et j'avais dit maman, j'ai du sang dans ma culotte. Et là, mon père a dit ah bon, déjà? Et je me souviens que maman m'a emmenée dans la salle de bain et m'a dit c'est rien. Et je lui ai dit, très fière de moi évidemment, parce que c'est tellement. Je savais plus ou moins que c'était. Que j'allais rentrer dans une... J'allais devenir une femme. Une autre ère. Et voilà, c'était une autre ère. Je devenais grande. Donc je lui ai dit, oui, je sais. Et puis je ne savais pas grand-chose, en fait. Pauvre innocente. Donc ça m'était déjà... Mais c'était pas revenu après. Mais du coup, tu avais déjà en tête que ça existait. Voilà. Il y avait mais déjà cette fois-là, je me souviens parfaitement de la honte, effectivement. Une honte terrible. Bien sûr. Je n'osais plus après croiser dans les couloirs ce pion. Parce que je pensais qu'il avait cru, lui, que j'avais fait sûr dans ma culotte. Bien sûr. Et ça, c'est quelque chose de... Je pense que tout le monde peut s'imaginer la honte que ça peut représenter. Ah, c'est l'archement. Oui, voilà. Sûr. Et du coup, dans les années qu'on suivit, là je pense vraiment aux années collège, lycée, est-ce que, dans ton souvenir en tout cas, est-ce que tu as eu un cycle relativement régulier? Est-ce que tu souffrais beaucoup pendant tes règles? Est-ce que c'était abondant à cette époque-là? Ou, je mets des gros guillemets évidemment, normal? Alors, surabondant on va dire. Ça a toujours été... déjà à l'époque. Oui, déjà à l'époque. À peu près régulier, oui.
mais surabondant. Donc, moi, ce que je voulais, c'était pouvoir que ça se voit le moins possible, parce qu'évidemment, comme c'était très abondant, les serviettes de l'époque étaient, quand on les avait, quand on les plaçait, c'était tout sauf discret. Oui. Hein. Donc, et je rappelle qu'à l'époque, on est quand même dans les années 70 et compagnie, où les pantalons étaient, rappelez-vous, assez moulants. Oh, oui. Donc, c'était quand même extrêmement disgracieux et tout le monde le voyait quand c'était... Ouais. Voilà. Donc, je me souviens que ça me posait beaucoup de problèmes. Donc, j'aurais voulu, moi, faire comme d'autres filles, c'est-à-dire pouvoir mettre des tampons. Oui. Sauf que je n'ai jamais pu mettre un tampon. Je n'y arrivais pas. Oui, Donc, ça passait pas. T'as essayé, mais ça voilà. passait pas. Quand j'étais plus jeune, Oui, hein, oui, bien oui. sûr, après, bon, Ah, oui. ouais. Mais ça ne passait pas. Et de toute façon, ça n'aurait pas suffi. Oui, vu le flux, ça Vu le n'aurait pas flux. été suffisant. Voilà. Ouais. Donc, déjà à l'époque, je me souviens commencer à me donner un traitement pour que ce soit moins hémorragique. D'accord, donc c'était un traitement pour ralentir, Oui. Je crois que défluidifier ça un peu devait le sang. s'appeler de l'exocil, mais je dis peut-être une Bah, bêtise. c'était pas un traitement hormonal, Ah c'était non, sur le sang jamais. que ça. Oui, oui, oui. D'accord. Oui. Bon, Ok. jamais. Non, parce que moi, à mon époque, on me proposait directement la pilule pour ce genre de problème-là, Oui. pour réguler. Alors, tu j'ai vois. pris la pilule, effectivement. Donc, quand on arrive au lycée, enfin au lycée, bien sûr, j'ai pris la pilule. Et c'était les premières pilules. Donc C'était extrêmement une pilule dosée. qui était extrêmement dosée. Et donc là, effectivement, j'avais presque plus de règles. Hein. Donc, Ah oui, oui, carrément. Là, carrément. Mais ça m'avait fait énormément, ça m'avait fait grossir. Ouais. Et c'était vraiment... Les seins aussi, j'imagine. oui, voilà, fort des tendus, boules sous les bras ouais, plutôt. ouais, ouais. Voilà. Et quand Oui. j'allais voir donc, les médecins, on me disait que ce n'était rien, bien sûr. Bien sûr. Donc c'était rien. Donc, des boules sous les bras, moi je voyais bien, j'avais des boules sous les bras, je ne trouvais pas ça très élégant. Déjà je ne me trouvais pas très attirante, oui, mais en plus, non, ni rassurant, mais c'était normal. Oui, bien sûr. Voilà. Comme tout le reste. C'est ça. Donc plus tard, effectivement, j'ai pris des pilules moins dosées, mais qui... c'est pareil, ne m'ont pas convenu. Donc j'ai arrêté très tôt. Oui, c'est ce qui fait que même encore aujourd'hui, t'as vraiment pas du tout confiance dans tous les trucs hormonaux parce que tu sais ce que ça t'a fait. Oui. Et du coup, t'en gardes vraiment beaucoup de Oui, défiance. J'ai pas pris longtemps. Hein, oui, et puis t'en as plus jamais pris plus jamais. par la suite, non, hein, si non. je dis pas de bêtises. Hein, ouais. Non, plus jamais. Est-ce que tu pouvais en parler avec tes copines? Ou c'était un peu la discussion de toilette, 10 secondes comme ça, c'est tabou, ou on n'en parlait pas du tout? Parce que t'étais forcément pas la seule à être en pantalon. Non, je pense qu'on en être parlait très librement à l'époque. Ah oui? Ah oui, D'accord. c'était très libéré pour ça. Non, mais... Et comment elles faisaient alors les autres? Celles qui Eh mettaient ben, pas de tampon? Justement, celles qui ne mettaient Ouais, pas de tampon. celles qui je ne étaient sais comme pas. toi. Est-ce qu'elles Moi, avaient des astuces Je ne sais pas, je connaissais beaucoup de filles qui mettaient Ouais, des tampons. d'accord. Moi, ce qui me gênait, c'est que je devais à chaque fois, lorsqu'il y avait piscine, n'est-ce pas, faire en sorte de ne pas y aller. Donc, Oui, bien sûr. et on ne l'appréciait pas, le fait que je ne puisse pas y aller, mais je ne pouvais pas aller à la piscine avec ce genre de problème. Or, les autres filles, elles, qui mettaient des tampons, j'enviais ce genre de choses, mais bon, c'est tout. Oui, et puis ça, tu peux pas avoir cette discussion-là avec les gens à qui tu présentes le fait que tu ne vas pas le aller à la professeur de piscine. sport ne l'aurait pas trop. Oui. Voilà, Oui, t'as donc pas trop compris. il y avait cette souffrance-là aussi de passer pour celle qui veut pas faire ou qui cherche des excuses, alors qu'en fait, toi, tu étais réellement handicapée par l'état de ton corps à ce moment-là et par tes règles. Et puis je souffrais aussi. Ah, alors oui, ça on n'en a pas parlé pour le moment, mais du coup, même jeune, c'était très douloureux. Oui, les 3 premiers jours, très douloureux. Je dis les 3 premiers jours parce qu'il y a des filles
au bout de 4 jours, c'était fini. Oui. Moi, ça durait une semaine. Hein. Oui, une semaine très hémorragique. Une semaine très hémorragique et après un petit peu moins, ça allait mieux. Mais les 3 ou 4 premiers jours, effectivement, j'avais très très mal. On s'habitue. Oui, malheureusement, de toute façon, on n'a pas le choix. Voilà. Alors, je prenais quelque chose, je ne sais plus comment ça s'appelait, parce que c'est très très loin. Ouais. Mais tu prenais quelque chose pour la douleur. Oui, pour la douleur. Oui. Oui, je prenais quelque chose. On me donnait aussitôt quelque chose pour la douleur. C'est déjà bien. Hein, c'est déjà bien. Oui. Non, c'est déjà bien. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de filles qui n'avaient rien. Oui, non, mais je n'étais pas sans rien. Hein. Mais on me donnait quelque chose. Ok. Bien. Est-ce que dans ton souvenir, quelqu'un s'est inquiété du fait que tu aies autant mal que ça? Est-ce que tu as fait des tests? Est-ce qu'on a vérifié ce qui n'allait pas? Parce que en vrai, c'est pas normal d'avoir si mal et de perdre autant de sang. Est-ce que même plus tard, est-ce que un médecin ou un proche s'est déjà demandé si tu avais de l'endométriose ou ce genre de choses-là, par exemple? Absolument pas. Et on me disait que déjà dans la famille, il y avait eu, donc bon, c'était normal. C'est comme ça dans la famille. C'est comme ça dans la famille, donc il faut endurer, quoi. Voilà, il faut endurer. T'es une fille, t'endures, quoi. Ouais, c'est ça. Tes douleurs, ça se situait où? Ça se manifestait comment? Est-ce que c'était le déjà dos, dans la tête? Ouais, migraine. Pas vraiment migraine, mais derrière les... Oui, aussi migraine. Migraine ophtalmique plutôt. Plutôt. J'étais très irritable à ce moment-là. Bon, ça, je pense qu'il ne doit pas y avoir que moi. Oui. Mais, pas la migraine non plus. Et donc, mais ensuite, effectivement, le mal de ventre était à cet ordre. Hein, ça, je m'en souviens très très bien. D'ailleurs, quand j'y pense, je peux le ressentir. Je le sens encore parce que c'est quand même... les règles, ça vous suit longtemps. Et je l'ai ressenti longtemps. Et souvent, ça c'est pas une fois par an. Ces choses-là, non. Effectivement. Et je les sentais arriver avant qu'elles n'arrivent. Oui, c'est-à-dire que tu fais partie de celles qui ont mal avant. Pendant. Pas trop après. Non, ça va. Mais le avant revient vite. Exactement. Donc ça fait beaucoup de temps de douleur dans un mois, parce que quand tu as des règles longues. Oui. Et en plus bien régulières. Oui. Ah bah oui. Jamais en retard. Jamais de retard. Donc forcément, oui, effectivement, ça revient vite. Donc plutôt le ventre. Est-ce que c'était genre des deux côtés, comme si on te pressait, comme des agrumes? Oui, c'est plutôt ça. C'était ça. Oui. Et dans le dos, est-ce que tu avais mal aussi? Les deux ovaires. Oui. Étonnamment, parce qu'on... et dans le dos, bien évidemment aussi, puisque ça irradie énormément. Donc, voilà. Et puis, un teint épouvantable, des yeux au milieu de la figure, de l'irritabilité, enfin tout ce qui peut accompagner. Et est-ce que tu prenais des compléments, genre du fer, etc., avec tout ce que tu perdais? Oui. Tous les mois. Quand tu as été enceinte de ma propre personne, tu as donc cessé d'avoir tes règles. Alors, ça a été une période idyllique. Il y a des femmes qui sont très très mal, bien sûr, quand elles sont enceintes. Moi, j'étais épanouie, mais j'étais très très bien en plus. Et pas de problème. Donc tu t'es sentie beaucoup plus sereine, stable. Voilà. Oui. Et du coup, là, parlons de ta vie de femme adulte. Tu as gardé à peu près les mêmes symptômes et la même manière d'avoir tes règles après avoir accouché, parce que parfois on note un peu de changement ou ce genre de choses-là. Toi, c'est resté très hémorragique, c'est resté très douloureux. Ça a été pire. Et ça a été pire à un moment. Puisque, donc, ne prenant pas la pilule, que je refusais de prendre, on m'a mis un stérilet. Oui. Alors à l'époque, c'était pas des stérilets hormonaux. Je redis, c'était des stérilets comme il en existe encore. On peut encore s'en faire poser des non hormonaux aujourd'hui, même si ça n'est pas à la préférence des gynécologues et des médecins. Et du coup, l'insertion du stérilet et l'extraction du stérilet
paraît-il, c'est un enfer. Voilà. D'autant plus pour moi que ce stérilet, me poser un stérilet, vraiment n'aurait jamais dû se faire pour la bonne raison que j'avais déjà des règles très abondantes. Et là, ça a été l'apocalypse. Bien sûr. Donc, déjà, mais il paraît que c'était normal. Donc, bien sûr. Et non seulement ça, mais au bout de... J'en ai eu un très peu de temps parce que j'avais des douleurs terrible dans le bas-ventre. Évidemment. Je retourne voir le gynécologue de l'époque qui me dit que c'est tout à fait normal, etc. Il faut attendre. Et qu'il faut attendre. Certains disent attendez 6 mois. Voilà, donc j'attends. Une demi-année. Et c'est vraiment plus tenable. Donc on me dit que je dois avoir une appendicite aiguë, on m'envoie à l'hôpital. On me retire l'appendice, bien sûr, je n'en ai plus. Et elle était tout à fait normale, cette appendice, donc forcément, ça n'était pas cela. Et alors que j'avais dit que c'était probablement, et même très sûrement, le stérilet. Et je me souviens très bien du gynécologue qui m'a dit c'est impossible. Voilà. Forcément. Et ensuite, j'ai eu un autre problème, donc je trouvais que j'avais de nouveau des règles encore plus abondantes. Ce qui n'est pas peu dire dans ton cas. Voilà, donc je vais voir une autre gynécologue, je devais avoir à peu près, j'avais 32 ans. Et donc on me découvre un fibrome de la taille d'une orange. Donc la gynécologue à l'époque me dit il faut absolument, je vais vous orienter tout de suite vers un confrère, il faut absolument le retirer. Et vu votre âge, ne vous inquiétez pas, on va vous enlever également les ovaires. Voilà. Vu votre âge, on va vous enlever 32 ans. Donc je lui dis pardon et elle me dit de toute manière vous n'allez pas avoir d'autres enfants là. À 32 ans, sa réflexion. Très bien. Je m'en souviens très bien. Incroyable. 32 ans. C'est incroyable. Mais donc, quand bien même tu aurais été plus âgée, c'est pas à elle de tenir ce genre de discours. On pose la question à la personne. En fait. Voilà. C'est incroyable. Là, j'ai effectivement reçu le coup. Je ne suis pas retournée la voir pendant un moment. Oui. Et puis, je suis allée voir un autre gynécologue et quelque temps après, le fibrome avait entièrement disparu. Mais je me souviens. Je retourne voir cette gynécologue. Oui. Sans lui dire que j'étais passée et que je savais qu'il n'y avait plus rien. Et elle me dit « Oh, mais vous êtes une miraculée !» Je lui dis « Ben oui, heureusement qu'on ne m'a pas retiré mes ovaires. » Qu'est-ce qu'elle t'a dit? À 32 ans. Rien. Ah non? Rien. Alors, depuis, effectivement, je ne vais plus voir de gynécologue en tant que tel. Je vais voir une femme médecin qui fait bien sûr. Et puis, il y a de plus en plus aujourd'hui de personnes en France qui vont consulter des sages-femmes. Je rappelle que c'est possible et que ce sont des professionnels parfaitement qualifiés pour faire ce genre d'examen et qui les font en général avec bien plus de douceur et de bienveillance que le corps médical. Il y en a des liens, comme dirait l'autre. Donc, parenthèse close. Ok, donc des joyeusetés médicales. En attendant, toi, ça fait tout ton chemin de vie que tu restes avec tes problèmes d'hémorragie sur les bras, qui ne sont ni traités ni considérés, finalement. Personne ne cherche d'où ça vient parce que c'est comme ça dans la famille. T'as mal, c'est comme ça dans la famille, il faut endurer. En gros, on te dit, c'est normal, quoi. C'est comme ça, pas de chance. T'as plus mal qu'eux, mais c'est ainsi. Ok. Arrivons-en, du coup, aux joies de la ménopause. Alors, je fais une petite parenthèse, mais moi, ta fille, naïvement, je me disais, yes, la ménopause, la voilà enfin proche d'être débarrassée de ce fléau qui la poursuit chaque mois depuis que je connais ma mère. Et puis, alors certes, je pense que tu goûtes tout de même le bonheur de ne plus avoir tes règles tous les mois
qui viennent te pourrir la santé et puis t'entraver dans ta vie sociale, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il faut aller travailler avec ces problèmes-là. Et c'est pas simple, notamment moi j'ai des souvenirs de toi allant travailler et te demandant comment t'allais faire pour faire la journée avec le même pantalon, pour parler clairement, parce que voilà, t'étais vraiment en hémorragie constante. Quand j'y repense, c'est fou que personne n'ait rien fait, enfin, c'était assez incroyable. Tout en ayant une double protection. Bien sûr. Car à l'époque, j'avais à la fois tampon et la nuit, je dormais avec des serviettes qui faisaient 3 km de long. Oui, des longues et grosses serviettes. On est allongé, il faut penser à cela. C'est ça, oui, parce qu'on ne peut pas racheter un matelas tous les mois. Non, voilà. Non, c'est compliqué. Et aller travailler en plus avec la douleur, et en plus en faisant attention que rien ne paraisse. C'est ça, surtout ça. Voilà, parce que sinon, socialement, c'est quand même compliqué. Et puis, on peut pas dire, ouais, mais là, en fait, je suis fatiguée, j'ai mes règles, quoi. Non. C'est étonnamment... On ne dit pas. Non, on ne le dit pas, alors que c'est vrai. Et que si tu avais la crève, tu dirais, oui, mais là, je suis fatiguée, j'ai la crève, en fait. Donc, c'est terrible, hein, c'est toute une vie à aller travailler extrêmement malade. En faisant en sorte que rien ne paraisse et de continuer coûte que coûte. Donc j'en reviens à la ménopause, où moi, bêtement, je me suis dit, ouf, la voilà sortie de l'auberge. Parce que moi, personne m'a jamais dit, quand j'étais plus jeune, là je commence à l'entendre, personne m'a jamais dit autre chose que, ah là là, la ménopause, oui, des fois c'est un peu embêtant parce qu'on prend un peu de poids. Bon. Et, ah là là, la ménopause, des fois on a un petit peu chaud. Vraiment, aucun autre indice. Donc moi j'étais là, mais par rapport à vraiment être en hémorragie comme le soldat Ryan, ça va passer. Nounou, expérience ménopause. Ouh là là. Alors, la prise de poids, ça n'a pas été... On ne peut pas tout avoir. Donc ça a été... Et c'est une chance. Voilà. En revanche, il n'y a pas la ménopause, il y a la préménopause. La préménopause, c'est bien aussi. Alors, c'est arrivé, j'ai eu de la chance, si on peut dire, car c'est arrivé quand même assez tardivement. J'ai eu une ménopause tardive. Donc là, moi, je suis comme tout le monde, hein, je suis comme toi, j'ai regardé la télé, je vois des pubs où on voit des femmes qui ont des bouffées de chaleur, elles s'éventrent, tout d'un coup, elles sont un petit peu rouges, elles sont avec les copines, on plaisante un peu, puis hop, tout va bien 2 minutes après. On s'est après s'être éventé. Et puis, je me suis rendu compte que c'est pire, le pire enfer qui soit. Parce que le sang à côté, c'est rien. Là, je me suis retrouvée la première fois où j'ai senti ces fameuses bouffées de chaleur. Ce ne sont pas des bouffées de chaleur. Ça commence, ça monte, le cœur bat à toute vitesse. Ça monte dans la gorge, vous vous demandez ce qui se passe. Et là, vous êtes rouge, bon ça forcément, mais surtout vous commencez à ruisseler de partout. Quand je dis ruisseler, c'est pas un petit peu d'eau qui coule, c'est pas comme si vous venez de faire un 100 mètres. Non, vous êtes trempé. Ça coule partout. Ça coule entre les seins, ça coule le long des jambes, ça coule dans les chaussures. Ça fait schploc dans la chaussure, à ce point. La chaussette est mouillée. Faut imaginer une chaussette mouillée. Les dessous de bras, les cheveux trempés. Et quand on a les cheveux frisés, qui sont les miens, c'est encore pire. Ça frisote. C'est atroce. Et vous commencez ça commence à se voir aussi, car vous êtes trempé au niveau du visage. Ce ne sont pas des gouttes qui tombent, mais tout d'un coup, comme si les pores, comme si ça explose. Voilà. Donc ça a été apocalyptique. Et ça arrivait n'importe quand dans la journée. Donc je le sentais monter, toc, 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 le sang qui commence à affluer.
on est très mal. D'abord, ça fait mal parce que c'est désagréable au niveau du cœur. Hein, et puis tout d'un coup, ça monte. Et tout dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Si vous êtes chez vous, moi je me souviens, je m'allongeais sur mon lit, j'ouvrais en grand la fenêtre, en espérant qu'il fasse bien froid dehors. Je m'allongeais, j'écartais tous mes membres, y compris mes doigts, car on ne peut même pas tellement, c'est trempé, on ne peut même pas serrer la main. Il faut laisser le vent passer partout. La seule chose qui soulage, c'est le vent. Donc effectivement, on a besoin d'un éventail. Je me suis fait toutes sortes. J'en conseille d'ailleurs d'excellents. Et voilà, ça dure pas 2 minutes, hein, ça dure bien 10-15 minutes. Oui, et puis après, tu as dit quand je suis chez moi. Oui. Mais toi, même si ça a commencé en effet relativement tard, tu as quand même travaillé longtemps en étant en pré-ménopause et en étant en ménopause. Je veux dire, quand tu es trempée, comme si on t'avait plongé dans l'eau de la tête aux pieds et que tu es au travail. Oui. Alors, au travail, c'était évidemment ma peur était la même que lorsque j'avais des hémorragies, à savoir pourvu que personne ne s'en aperçoive de trop. Vous êtes en réunion, je rappelle que j'étais directrice d'école, donc j'avais des réunions. Quand vous êtes avec toute une assemblée de parents ou que vous êtes au milieu de personnes qui sont à côté de vous parce que vous êtes obligé d'être assise et que vous êtes encadré et que vous allez devoir prendre la parole et que tout d'un coup ça monte et que tout le monde, je me dis à l'intérieur de moi-même, tout le monde voit que je suis trempée, qu'est-ce que je peux faire? Heureusement, je ne sentais pas mauvais parce que ça aurait pu aussi être le cas, ça n'a jamais senti. Les vêtements, une fois qu'ils sont trempés à tordre, eh bien, au moment de la retombée, il ne faut pas croire qu'on est mieux pour autant, parce que là, à ce moment-là, on grelotte. Bah oui. Quand je dis grelotter, j'avais les dents qui claquaient, je m'en souviens, qui claquaient. Le corps qui n'arrivait pas à se réchauffer. Les vêtements trempés, les cheveux trempés, voilà. Donc ça, c'est au milieu de tout le monde. Ça arrivait dans une matinée, peut-être, sans dire de bêtises, 7-8 fois, ce qui est énorme. C'est énorme. L'après-midi, n'en parlons même pas, c'était les pires moments. Alors, quand arrivait le soir, donc à la maison, il ne faut pas croire qu'on est mieux parce qu'on est à la maison, c'est faux. Le soir, c'est là que le véritable enfer arrivait. Parce qu'en journée encore, c'était, j'allais dire, tolérable, c'est-à-dire. Mais le soir, j'ai vécu des moments très, très, très difficiles. Parce que je savais qu'en allant me mettre au lit, déjà rien que le fait d'aller me mettre au lit, que je m'allonge et je sais qu'il ne faut surtout pas que j'essaie de lire parce que le livre va être trempé ou d'essayer de m'endormir même si je suis très fatiguée, ce qui était souvent le cas après le travail. Parce que je vais avoir une journée. Donc, je sais qu'il en fallait 2 ou 3 avant que je ne puisse commencer à apprécier d'être au lit. Car le lit est devenu un enfer. Le lit est un enfer. Je regardais le moment d'aller au lit en me disant « Oh non, vivement le matin ». Combien de fois je me suis dit ça, vivement le matin, et de compter les heures. Alors que tu étais dans un état de fatigue. Oui, t'aurais tué pour dormir, je pense, à ce moment-là. Oui. D'ailleurs, je ne dormais plus. Voilà, il y a eu ça aussi. Donc, il m'arrivait, dans les pires moments, de tremper mon lit complètement. Extrêmement désagréable. J'ai appris à me lever en toute discrétion, à marcher dans le noir, à aller à la salle de bain 2, 3, 4 fois par nuit pour reprendre une douche, me sécher les cheveux au sèche-cheveux, parce que ça c'est ce qu'il y a de pire, vous mouillez l'oreiller. Et ensuite, il y a le problème du lit, parce qu'avant de sortir du lit, le pire moment c'est cela, c'est quand on se réveille trempé, que le lit, les draps sont trempés. Ce qui vous réveille, c'est même pas ça, c'est l'odeur. Car ça sent le moisi.
Oui. Et ça, c'est une odeur que j'ai dans le nez encore maintenant, alors que ça ne m'arrive plus à ce point. Ouais. C'est très désagréable. Et là, je commence à grelotter de partout. Je faisais sécher, combien de fois j'ai fait sécher sur les radiateurs chez moi, 4, 5 pyjamas dans une même nuit, où j'allais travailler le lendemain. Ça a été des moments qui ont duré très longtemps. Très longtemps. Et du coup, tout à l'heure, tu te disais, tu parlais de la fatigue et du fait que tu dors pas, du coup, pendant tout ce temps-là. Tu dors pas, tu continues à aller au travail. Et du coup, tu as accumulé pendant toutes ces années-là une fatigue, mais incroyable. Enfin, tu as fait 0 nuit complète. Je me réveille à peu près toutes les 2 heures. Et je ne sais pas, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, je ne sais pas si c'est la montée qui me réveille ou si c'est parce que je me réveille que je fais une montée de chaleur. Oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce que le corps est conditionné de telle ou telle manière? Est-ce que tu as vécu ça tellement longtemps? La question se pose effectivement. Est-ce que c'est resté un réflexe de je me réveille et du coup ou est-ce qu'il y a la montée qui te réveille? Je ne sais toujours pas savoir. Non, je ne peux pas savoir ce qui... J'ai déjà essayé d'étudier, mais c'est impossible. Bien sûr. Alors, évidemment que je ne suis pas restée comme ça sans en parler jamais à mes médecins. Donc, j'allais te demander... La réponse, c'est toujours la même, quel que soit le médecin. C'est mais je ne comprends pas, vous ne prenez pas d'hormones. Donc non, je ne veux pas d'hormones. Mais vous seriez bien tranquille. Regardez, les femmes qui prennent des hormones n'ont plus ce genre de... Alors, je fais une parenthèse, je connais quelques femmes qui ont pris des hormones je ne sais pas, parce que je ne suis pas assez intime avec elles pour savoir si c'était à ton point ou pas, mais vraiment, les bouffées de chaleur étaient nombreuses et très reloues dans la journée, alors qu'elles étaient sous traitement hormonal. Donc non seulement... Alors attention, moi j'ai rien contre les traitements hormonaux, etc. Je ne sais pas, personnellement j'ai longtemps pris, je ne prends plus, etc. etc. Franchement, les filles, on fait bien comme on peut, au fur et à mesure. Il n'y a aucun jugement de valeur, et il y a sûrement des gens à qui ça convient très bien, et si c'est le cas, mais tant mieux, vraiment. Mais il faut reconnaître que cette pression de « t'as des boutons, prends la pilule ». T'as des règles irrégulières, mais prends la pilule. T'es embêté avec la ménopause, prends la pilule ou prends un traitement hormonal, etc. etc. C'est l'unique solution qui nous est proposée systématiquement, quasiment, et en tout cas avec toujours la pression de « mais regardez, ça se passe très bien pour tout le monde ». C'est faux, puisque tu viens de l'égrener tout au long du témoignage. À chaque fois que tu viens dire « ça ne se passe pas bien », on te dit « c'est normal ». C'est ça. Alors, effectivement, les autres solutions, on vous propose des médicaments homéopathiques ou disons de naturopathes, ou des choses pour aider au sommeil. Pour aider, bien évidemment, des tisanes, toutes sortes de choses. Au contraire, je n'ai rien contre du tout. J'ai absolument tout essayé chez les pharmaciens, mais tout. Donc rien n'a jamais marché, bien sûr. Et donc je me suis longtemps demandé si j'étais normale. Donc c'est ça le truc, c'est la solitude. C'est ça. Assez impressionnante, même si tu m'avais déjà dit que tu avais quand même eu au début où ça t'était arrivé une collègue qui était en plein dedans et qui du coup t'avais pas besoin de lui expliquer ce qui elle a bien compris ce qui m'arrivait. Je pense qu'il y a quand même une forme de compréhension entre femmes de ok, je vois où tu en es là tout de suite, ne m'explique pas. Donc ça c'est agréable, c'est sûr, mais d'un autre côté pour savoir quoi faire, comment faire, quand est-ce que ça va s'arrêter, est-ce qu'il y en a d'autres qui en baffent comme moi, etc. J'ai l'impression que c'est un vide de témoignages et de ressources en fait qui est assez pénible, quoi. Généralement les médecins vous disent ça va s'arrêter, attendez un petit peu,
Attendez, un petit peu. Ça fait 13 ans. C'est énorme. C'est beaucoup, 13 ans dans une vie quand même. Ben, surtout qu'avant, tu as toutes les années de galères, de règles. Oui, ça fait vraiment beaucoup. C'est vrai, oui. Et du coup, je pose la question en connaissant la réponse, personne ne t'a jamais proposé de faire un petit peu de sophro? Non. Pour t'aider. Mais c'est incroyable. Écoute, nous, dans quel monde vit-on? Vraiment, non, personne t'a proposé un peu d'aller voir d'autres types de thérapeutes pour t'aider en tout cas à supporter ce genre de choses-là, pas les enlever, c'est pas ce qu'on fait évidemment, mais t'aider un petit peu à mieux supporter, à pas considérer le lit comme un point d'interrogation douloureux à venir, etc. Non, il n'y a aucun médecin qui en a parlé avec toi. Après cet entretien, j'ai tout de suite pensé à 2 sophronisations possibles. La SPI, sophro présence immédiate, dont l'intention est de se remplir de calme. Et la PSLS, protection sophroliminale du sommeil. Comme son nom l'indique, c'est pour aider à mieux faire dodo. Maman me dit que les 2 lui parlent, mais que pour elle, comme tu l'as entendu, le problème majeur, c'est le sommeil. Je décide donc d'axer mes exercices de relaxation dynamique sur le calme, pour préparer la sophro sur le sommeil et répondre en quelque sorte à ces 2 besoins. Je choisis donc de commencer par l'exercice des éventails. Évidemment, eux aussi me sont venus tout de suite. On tend les bras devant soi, doigts vers le ciel et écartés, en éventail donc, et on secoue les mains, respiration bloquée en les rapprochant du torse. L'intention pourrait ici être de se débarrasser des pensées parasites, des mauvaises expériences habituelles avec le lit, de faire comme si on les effaçait d'un tableau noir, rapport à l'instit, hop là. Ensuite, on passe à un prana. On fait l'action de rapprocher ses bras de son torse comme si on serrait quelque chose ou quelqu'un, 3 fois, puis même chose en serrant les poings. On pourrait donc imaginer qu'on vient se remplir de calme par ce geste en serrant doucement un coussin en panne de velours contre soi, tout doux. Puis, on va saisir la couette en serrant les poings et la ramener vers soi. 3e exercice, les rotations axiales. Maintenant qu'on est bien rempli de calme, on va se créer une petite bulle de douceur, de calme, de sécurité, en tournant doucement le haut du corps de gauche à droite et en laissant les bras aller et tracer un petit cercle autour de soi. Enfin, on viendra fixer ce calme et programmer le dodo avec un tratak, où on vient cliquer en quelque sorte avec le pouce entre les 2 sourcils, comme si on appuyait sur un interrupteur, hop, rouge profond dans la pièce et dans la tête et au lit. Une fois les 4 relaxations dynamiques exécutées, on partirait donc pour une protection sophroliminale du sommeil dans laquelle on se visualise dans son rituel du coucher, on se projette au lit, on se voit trouver le sommeil, pourquoi pas avec une petite odeur d'encens qui flotte autour de soi, et on s'imagine au réveil réparé, reposé. Voilà la séance que j'ai proposée à ma maman, qui repart avec les fiches pense-bête des exercices pour pouvoir les refaire chez elle. Je te remercie beaucoup d'être venue témoigner sur ce sujet-là que j'aimerais être plus entendue dans les médias divers et variés. Eh bien, c'est moi qui te remercie, ma chouchou. Et j'essaye évidemment ces exercices-là dès ce soir et je te dirai ce que j'en pense. Mais je pense que ça va me faire du bien, effectivement. Eh ben merci tout plein. Mais c'est moi. Bisous. Bisous, bisous. J'espère que cet épisode t'a plu. On se retrouve lundi prochain pour une analyse de personnages habituels. Et d'ici là, comme d'habitude, n'oublie pas, respire, baisse tes épaules et relève le menton, mon petit pompon.